Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mon expérience en tant que jurée pour le prix du meilleur point polar. Donc déjà, avant toute chose, merci infiniment à Charlotte et à la maison d'édition pour cette super expérience. Ce n'est pas la première année, je l'avoue, et c'est vraiment l'un de mes jurys préférés. Donc à chaque fois, c'est 10 polars très différents les uns des autres qui nous sont envoyés. On a plusieurs mois pour les lire et on doit voter pour celui qu'on a envie d'élire évidemment. Ensuite, voilà, c'est l'attente, avant le résultat du lauréat ou de la lauréate. Et enfin, une soirée de remise du prix. Donc voilà, c'est vraiment une super expérience du début à la fin. Et donc cette année, j'ai décidé d'en faire une vidéo, puisqu'il serait temps quand même d'en parler. Du coup, vraiment avant de parler un peu plus des 10 romans qui ont composé la sélection de cette année, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce prix-là, c'est que chaque polar est vraiment différent des autres, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, que ce soit dans l'origine, on peut avoir un polar français, étranger, ça peut être historique, contemporain, ça peut être très sanglant ou pas du tout, plus psychologique, enfin voilà, c'est vraiment très varié. Et donc à chaque fois, ça me fait vraiment découvrir des auteurs et des autrices très différentes. En général, sur les 10, il y en a évidemment que je n'apprécie pas forcément. Et des coups de cœur. À chaque fois, tous les ans, j'ai toujours eu au moins un, voire deux coups de cœur dans la sélection, ce que je trouve plutôt pas mal. Donc, on va commencer par les romans que j'ai bien aimés ou moyennement. Et je vais terminer évidemment par les 4 romans polars que j'ai vraiment préférés de cette sélection. Alors, les 6 premiers, on va commencer par Amour, meurtre et pandémie, un court polar chinois, évidemment, qui se déroule pendant la pandémie du Covid. Alors, il y a une enquête, évidemment, mais c'est finalement plutôt le prétexte pour l'auteur de dénoncer la politique atroce qu'il y a eu pendant l'épidémie de Covid. Vraiment, c'est révoltant ce qui s'est passé en Chine à cette époque, et pendant tout le roman, il y a des scènes comme ça où on découvre un peu les conséquences des choix politiques et c'est vraiment affreux. C'est une écriture assez poétique, après c'est une écriture chinoise un peu distante, c'est un peu difficile parfois de s'attacher aux personnages, etc. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'était intéressant. Et c'était toujours vraiment passionnant finalement de découvrir cette période, parce qu'en plus évidemment à cette période, les personnes qui vivaient en Chine n'avaient pas du tout le droit d'en parler, les réseaux étaient coupés, etc. Donc c'est d'autant plus intéressant de le lire maintenant. Donc voilà, c'est très pertinent d'un point de vue politique, etc. Mais c'est vrai que l'intrigue en tant que telle, bon, c'est pas ce qui est le plus palpitant. Ensuite, Tokyo Detective de Jake Edelstein, alors qui est la suite de Tokyo Vice. Alors là pareil, je peux comprendre les personnes qui disent que c'est pas un polar en tant que tel, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. Alors il y a un fil rouge quand même, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est plutôt plusieurs histoires racontées par l'auteur, qui est journaliste et qui va être un peu détective privé, enfin voilà. Et finalement, comme pour l'autre roman, je trouve que le plus intéressant, c'est de découvrir la culture japonaise et l'histoire japonaise. J'ai appris des choses passionnantes, très révoltantes aussi, d'ailleurs, avec une écriture finalement comme assez percutante, assez drôle. Donc c'est vraiment très passionnant pour découvrir l'univers de la mafia, mais pas que. C'est un pays très particulier finalement, le Japon, au-delà du fantasme un peu qu'on peut avoir en Occident à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment, mais il est vrai que j'ai du mal à le considérer également comme un polar en tant que tel, dans le sens où il n'y a pas une intrigue avec un dénouement, etc. Le prochain, Wild Wild Siberia. Donc là on part en Russie évidemment, donc on le voit, hein, c'est vraiment tous très différents. Alors c'est un peu abracadabrantesque, on va dire ça comme ça, complètement fou, et en même temps c'est inspiré d'une histoire vraie, et c'est ça qui est le plus fou finalement, c'est de se dire que ce qu'il y a écrit dedans est réellement arrivé, ils le disent au début dans la préface, parce qu'il y a plein de moments où c'est tellement improbable qu'on se dit que ça ne peut être que l'imagination débordante d'un auteur, et en fait non. Et donc c'est ça qui est assez fou. Donc là on découvre la Russie, et notamment un polar plutôt financier, à partir d'arnaques financières entre autres. Honnêtement j'ai peut-être pas tout compris sur la partie intrigue financière en tant que telle, mais c'est resté très intéressant, une écriture assez enlevée. Le côté un peu loufoque rend les choses assez drôles, et ça se lit assez vite, hein. Pareil, il est relativement court. Donc voilà, pas un gros coup de cœur, mais ça restait intéressant et encore une fois très différent des autres polars. La situation de Karim Misquier. Alors là, on est plutôt sur du roman d'anticipation polar, donc ce qui est encore une fois très différent et très étonnant. Ça se passe en 2030 en France et il y a une guerre civile, notamment politique, entre l'extrême droite et la gauche. Ce qui est assez fou, c'est que le roman, donc là c'est le poche, mais le grand format a été écrit en 2023 si je ne dis pas de bêtises.
Et l'auteur raconte des choses dedans qui sont plus ou moins arrivées en 2024. Donc, bon, comme tous les romans d'anticipation, c'est toujours assez fou de voir qu'une bonne connaissance d'un système ou d'un pays, etc., permet de deviner plus ou moins malheureusement certains tournants. Je dis malheureusement puisque voilà, les tournants sont une guerre civile, donc pas vraiment ce qu'il y a de plus joyeux. Ça reste assez intéressant. Moi j'ai bien aimé les réflexions politiques évidemment, puisqu'en plus ça nous touche directement avec tout ce qui se passe en France depuis un certain temps. L'intrigue en soi est bien construite, bon, je dirais pas qu'elle est banale, mais voilà, il n'y a rien non plus à noter de particulier. Je peux comprendre qu'on ne l'apprécie pas, mais en même temps je trouve qu'il a vraiment le mérite de proposer cette vision à travers un polar, d'une vision politique française qui est très réaliste malheureusement, du coup qui pose des questions évidemment sur la situation actuelle. Le prochain, Brazilian Psycho de Joe Thomas. Donc cette fois-ci on part au Brésil. Alors là pour le coup on a un beau bébé. J'ai beaucoup aimé, quelques longueurs évidemment. Beaucoup de personnages, moi ça me dérange pas du tout et j'ai trouvé ça passionnant et je me suis assez vite retrouvée parce qu'on retrouve quand même un peu tout le temps les mêmes personnages à travers les différentes phases. C'était surtout la découverte du Brésil évidemment, de sa culture, de sa situation politique encore une fois, une intrigue assez complexe mais très intéressante. Je saurais pas dire ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, peut-être la longueur, parce qu'en plus certains personnages je me suis vraiment attachée et à la fin c'était un peu triste malheureusement, mais c'était très intéressant, c'est bien écrit vraiment. On est assez happé malgré la taille du livre, je l'ai lu relativement rapidement. Donc je ne saurais dire ce qui m'a vraiment manqué pour que ça soit un coup de cœur, mais bon, ça n'a pas été le cas, mais ça reste assez intéressant, voire très intéressant. La revanche. Donc là, on part en Finlande, encore une fois, on fait vraiment le tour du monde du polar. Alors c'est un deuxième tome, même si ça se lit indépendamment en termes d'intrigue. Après, on comprend qu'il y a peut-être certaines subtilités au niveau des personnages notamment, qui mériteraient de lire le premier, mais ça se lit vraiment sans problème indépendamment. Là, on est sur des thématiques LGBTQIA+, puisque donc on a un inspecteur qui se travestit, qui est homosexuel, et qui se retrouve sur les lieux du crime sous son autre identité de travesti, et donc évidemment ne peut pas admettre à ses collègues qu'il était là, et pourquoi il était là. Donc lui, il a une tension interne entre sa quête de vérité, évidemment, et aussi son secret qu'il n'imagine vraiment pas pouvoir dire à ses collègues et au reste du monde, notamment à sa famille. Et en même temps, l'intrigue est très intéressante puisque elle parle aussi de choses malheureusement très d'actualité, avec une haine anti-LGBT, basée notamment sur un extrémisme religieux. Donc voilà, donc très haletant, très intéressant. Je me suis pas forcément attachée complètement au personnage, notamment à cause de la narration. Parfois, j'ai trouvé un peu étrange, où en fait on change d'un coup de narrateur, on sait pas trop pourquoi. Je pensais qu'on suivrait l'inspecteur à tous les chapitres et c'est pas toujours le cas, donc il y a 2-3 moments un peu étranges en termes de narration. Je pense que moi c'est ça qui m'a vraiment empêché le coup de cœur. Mais sinon évidemment je valide, thématique actuelle, forte, une intrigue qui tient vraiment la route, très intéressante avec un suspect et un coupable que je n'avais pas vraiment vu venir, voire pas du tout. Donc vraiment très intéressant et en plus découverte de la Finlande, donc c'est toujours intéressant. On passe maintenant aux 4 romans qui ont été 5 étoiles pour moi, donc parmi lesquels il a fallu faire un choix puisqu'on ne peut choisir qu'un seul roman vainqueur évidemment. Je ne dirai pas pour lequel j'ai voté parce que j'attends notamment l'annonce du lauréat ou de la lauréate. Pour l'instant je ne dis rien, mais je vais parler des 4 qui m'ont beaucoup plu. Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Un thriller psychologique vraiment bien écrit, je l'ai lu en une après-midi je crois, j'ai été complètement happée par ce roman, notamment par la construction, donc c'est en 3 parties et à chaque fin de partie, il y a une révélation qui change complètement la tournure du roman et donc on plonge dans une nouvelle manière de voir l'intrigue, parce qu'à la base l'intrigue est somme toute assez basique on va dire, c'est une femme qui se réveille un matin et se rend compte que son mari et son bébé ne sont pas rentrés et donc ont disparu. Et donc on va suivre ça et ça va aborder des thématiques beaucoup plus larges que ce qu'on pourrait croire, notamment les violences conjugales, les relations d'emprise et pas que, aussi un rapport à la maternité, bref je veux pas trop en dire. Ça peut être dur pour les personnes qui ont du mal avec les intrigues notamment autour des violences sur enfants, donc je préfère prévenir, mais par contre d'un point de vue psychologique c'est vraiment haletant, vraiment bien fait. Moi j'ai vraiment adoré et j'ai trouvé ça très addictif dans l'écriture, il y a vraiment un retournement de situation à chaque fois, c'était assez incroyable. Sarek. Là on part en Suède après la Finlande, très étonnant aussi, thriller psychologique, je pense que j'ai une petite préférence pour ça parfois. 3 amis et un 4e un peu inconnu mais qui est le nouveau copain d'une des personnes, partent en randonnée dans les montagnes suédoises et notamment dans le massif du Sarek qui est l'un des endroits les plus sauvages et dangereux de Suède. Et donc évidemment cette randonnée infernale ne va pas se passer du tout comme prévu puisque il n'y a qu'une seule survivante et qu'on va comprendre ce qui s'est passé en alternant en fait les points de vue, donc l'interrogatoire de la seule survivante qui remonte petit à petit les différents moments qui ont mené
au drame final, et donc des chapitres du passé qui expliquent chaque jour les avancées, etc. J'ai beaucoup aimé parce que c'est la psychologie des personnages évidemment qui est passionnante, cet environnement très hostile va aussi révéler les gens. Les dynamiques relationnelles sont parfois très complexes, violentes. Chaque personnage est beaucoup plus profond et noir peut-être que ce qu'on peut penser au premier abord. Donc vraiment hyper addictif avec un cadre dépaysant finalement, parce qu'on est vraiment en pleine nature avec quasi personne à croiser, quasi pas possible d'appeler les secours. Donc voilà, c'est aussi une plongée dans la nature hostile et sauvage et c'était vraiment très très bien réalisé, avec une fin moi que j'ai adorée, qui est un très bon retournement de situation également. Coupé de Chris Brookmyre. Alors, un beau petit bébé. J'ai lu un premier polar de lui dans justement une édition précédente du prix du meilleur polar point, qui était Les Ombres de la Toile, que j'avais adoré. Et donc j'étais très contente de retrouver l'auteur, qui signe ici aussi un super duo un peu improbable, puisqu'on va avoir un jeune homme un peu délinquant, mais bon, pas non plus trop, mais voilà, qui est un peu sur la pente descendante, on va dire ça comme ça, et une vieille femme qui a passé 25 ans en prison pour le meurtre de son ex-petite amie, enfin ex dans le sens où il est mort, et qui était une maquilleuse très célèbre, spécialisée dans les films gore à l'époque. Donc c'est un univers hyper original, donc on va être dans le cinéma d'horreur gore notamment, et donc on va alterner des moments du passé et la quête présente, et donc ce duo va se retrouver associé d'une manière un peu improbable, il y a des scènes très drôles. C'est vraiment plein de rebondissements, plein d'aventures, l'univers est très original, enfin j'ai adoré découvrir ça alors que je suis la première à détester les films gore, mais finalement ça m'a beaucoup plu en roman, et vraiment je trouve que c'est le duo qui est terriblement attachant. Vraiment je trouve que c'est un des grands talents de cet auteur. Dans Les Ombres de la Toile c'était pareil, c'est de créer un duo de personnages qui n'ont pas spécialement de points communs, mais il arrive à créer des liens d'amitié et de soutien qui sont vraiment hyper touchants, très agréables, et on n'a qu'une envie, c'est de suivre leurs aventures un peu décalées parfois, tout en ayant une intrigue vraiment pertinente et complexe, avec voilà, des rebondissements, des retournements de situation qui tiennent en haleine jusqu'au bout. Peut-être un départ un peu long au début, une mise en place un peu longue avant que l'intrigue démarre réellement, peut-être un peu plus d'une centaine de pages je crois, mais bon, je trouve l'écriture tellement entraînante et enfin j'aime vraiment beaucoup cet auteur maintenant. Donc deuxième lecture et deuxième coup de cœur pour ces romans, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Le 10e et dernier polar de la sélection, 6 versions, donc de Matt Wesolowski, très original notamment parce qu'en fait il est écrit sous la forme d'une retranscription écrite d'un podcast. Donc en fait c'est un podcast qui revient sur des cold cases, sur des affaires pas vraiment terminées, et donc chaque épisode de podcast interroge une des personnes qui étaient impliquées dans l'histoire pour essayer de remettre un peu au goût du jour ce mystère. Donc là c'est l'histoire, il y a fort longtemps, d'un adolescent qui était en camp de vacances, qui disparaît et qui est retrouvé mort un an plus tard, et donc il réinterroge pendant donc 6 versions, donc 6 épisodes, 6 personnes qui étaient impliquées à l'époque dans cette histoire. Évidemment, à chaque nouvel épisode, on va découvrir que ce n'était pas vraiment aussi simple qu'il n'y paraît, que chaque personne avait plus ou moins des secrets, et surtout c'est vraiment intéressant puisque chaque nouvel épisode donne un nouvel éclairage sur l'épisode précédent finalement, puisqu'on réfléchit à ce que la première personne a dit et ce que la deuxième personne en dit, enfin c'est assez intéressant. La retranscription podcast est du coup très orale, c'est assez fluide à lire, c'est très intéressant. Je pense que ça pourrait vraiment devenir une série, je trouve ça assez génial. Après je sais qu'il a écrit plusieurs romans, je suis pas sûre d'en lire d'autres, dans le sens où l'originalité du premier, j'ai peur que ça soit moins intéressant si c'est tout le temps la même chose dans les tomes suivants. Mais toujours est-il que j'ai été relativement surprise, bon j'avais un peu deviné mais quand même un peu surprise par le dénouement final, il y a un twist que j'avais pas vu venir notamment. Mais c'est vraiment encore une fois la construction et l'originalité du polar qui fait que je l'ai beaucoup aimé et que ça se lit vraiment tout seul. Donc voilà, j'ai voté pour l'un de ces 4 derniers et j'espère que le lauréat ou la lauréate sera parmi eux. L'annonce sera malheureusement pas tout de suite. Mais voilà, je suis ravie encore une fois cette année d'avoir participé, enfin sur 10 romans, d'en avoir 4 qui m'ont vraiment plu, je trouve ça assez génial. Je n'ai pas eu un seul abandon de lecture, ce qui était le cas l'année dernière où j'en avais un que j'avais vraiment pas réussi à lire. Donc globalement, très bonne sélection pour ma part en tout cas. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc merci encore à Charlotte, à la maison d'édition Point pour cette super expérience. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!